Alors, la suite du texte est un petit peu plus difficile et ce qui est difficile surtout, c'est de bien comprendre qu'il y a un changement d'orientation dans le discours d'Alain à partir de ce mais, ce mais qui donc établit une rupture avec ce qui précède, parce qu'à partir de ce moment-là, il va parler exclusivement des mathématiques et de la méthode démonstrative. Donc le mais est un connecteur logique qui nous permet de nous en rendre compte, mais du point de vue du contenu, il faut identifier qu'il ne parle effectivement que des mathématiques et qu'il laisse tomber les sciences expérimentales que sont l'astronomie et la physique. Donc, si l'on a bien compris par quel chemin se fait le détour mathématique, il s'en faut de beaucoup que ce rapport à l'objet soit la règle suffisante du bien pensé. Ici, il y a plusieurs difficultés. Il y a l'idée du détour mathématique et du rapport à l'objet. Si l'on a bien compris par quel chemin se fait le détour mathématique, cela signifie que Alain veut nous faire ce détour et qu'il veut nous sortir de ce qu'on pourrait penser être une immédiateté du rapport au réel, là où les mathématiques, au contraire, vont nous entraîner dans quelque chose de plus abstrait. On a dit que les mathématiques étaient a priori. En effet, elles se passent du rapport à la réalité matérielle pour produire leurs énoncés. Donc il va falloir admettre ce détour et comprendre qu'il s'en faut de beaucoup que ce rapport à l'objet soit la règle suffisante du bien pensé. Ici, il se rapporte à l'objet matériel de l'astronomie et de la physique en nous disant que nous sommes loin en mathématiques de ce rapport à l'objet pour bien penser. Il y a une autre règle bien différente en ce qui concerne les mathématiques, c'est la règle de la pure logique, c'est la règle de l'objet de pensée mathématique qui se passe de tout rapport direct au monde sensible. Alain poursuit sur cette idée donc en nous disant que la preuve selon Euclide n'est jamais d'expérience. Alors Euclide, on le sait, c'est un des premiers mathématiciens et le premier qui a écrit de façon formalisée des mathématiques dans ses éléments, et c'est sur cette base-là que s'enseignent les mathématiques à l'école, les mathématiques que l'on appelle évidemment euclidiennes. Et donc dire que la preuve selon Euclide n'est jamais d'expérience, c'est bien dire en contrepoint que les mathématiques sont en dehors du monde matériel. On les appelle donc à ce titre des sciences purement formelles ou des sciences hypothético-déductives parce qu'elles vont déduire des vérités à partir d'objets qui sont posés par la pensée pure. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour faire des mathématiques telles que Euclide les a posées, il a tout d'abord posé, on pourrait dire même imposé, ce qu'on appelle des axiomes. Que sont les axiomes ? Eh bien, ce sont des définitions, des postulats et des théorèmes. Ainsi, par exemple, il a défini le point comme l'objet étant sur un plan ce qui n'a pas de partie. De même, il a posé un postulat qui s'appelle le 5e postulat et qui dit que par un point extérieur à une droite ne peut passer qu'une seule parallèle. Eh bien, ces définitions, ces postulats, ces théorèmes, comme par exemple le théorème de Pythagore, constituent des axiomes qu'il va falloir admettre sans même qu'ils puissent être démontrés. Et à partir de ces axiomes, c'est là que la raison va pouvoir démontrer d'autres vérités. La preuve donc en mathématiques ne veut point être d'expérience puisque justement on appelle cela une preuve purement rationnelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie qu'à partir des axiomes premiers et à partir d'hypothèses nouvelles, on peut déduire et démontrer d'autres vérités. Mais la démonstration elle-même, et c'est sa définition même, c'est qu'elle ne se déroule qu'à partir de notre raison
qui suit sa logique, mais en aucun cas n'a recours à l'expérience. C'est pourquoi Alain dit que notre esprit s'y accorde avec lui-même selon cet ordre du simple au complexe qui veut que les premières définitions, ici il se réfère aux axiomes, toujours maintenus, commandent toute la suite de nos pensées. Et donc ici, de façon un petit peu énigmatique, il nous parle de cette logique démonstrative qui, en partant des vérités premières que sont les axiomes, nous permet de dérouler un raisonnement démonstratif qui va nécessairement déboucher sur une conclusion. Le propre de la démonstration, c'est donc de partir d'axiomes considérés comme vrais et puis de là pouvoir déduire des vérités nouvelles par la seule raison. C'est ainsi que les premières définitions, toujours maintenues, commandent toute la suite de nos pensées. Ensuite, dans la phrase qui nous parle du disciple, Alain est à nouveau assez énigmatique lorsqu'il dit « Et c'est ce qui étonne d'abord le disciple, que ce qui est le premier à comprendre ne soit jamais le plus urgent ni le plus avantageux. » Ici, il fait référence à ce détour mathématique qui peut être utile dans le monde de l'expérience, dans le monde empirique, mais il nous fait comprendre que pour celui qui veut apprendre la science et apprendre à trouver le vrai, il faut davantage s'attacher aux mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre cette chose première. Il fait référence ici aux axiomes qui ne sont pas les plus urgents ni les plus avantageux, puisqu'ils ne s'accordent pas à la réalité du monde, mais ce sont eux qui vont nous permettre de bien raisonner et de démontrer. Après, éventuellement, on pourra s'intéresser au monde de la physique, mais le plus intéressant, le premier à comprendre, ce sont les théorèmes et les démonstrations mathématiques. Après donc avoir exprimé que les vérités pures seraient donc purement formelles, c'est-à-dire sans recours à l'expérience, Alain va revenir à cette notion d'expérience, non pas pour la revalider, mais au contraire pour montrer que c'est dans un temps lointain que les mathématiques étaient d'abord empiriques. En effet, à la 7e ligne avant la fin, il va changer de temporalité, il va utiliser un plus que parfait, et cela a toute son importance. Il nous dit ainsi « L'expérience avait fait découvrir ce qu'il faut de calcul et de géométrie pour vivre, bien avant que la réflexion se fût mise en quête de ces preuves subtiles qui refusent le plus possible l'expérience. » Alors non pas, je le répète, que l'expérience soit ici réhabilitée, mais par le plus que parfait, Alain veut nous projeter dans un lointain passé, qui ne serait pas aussi lointain s'il avait utilisé le passé composé, mais un lointain passé lors duquel l'expérience aurait eu toute son importance en mathématiques. En effet, ce que pointe Alain ici du doigt, c'est ce qu'on appelle l'origine empirique des mathématiques. Cela signifie que quand les mathématiques sont nées, elles ont eu effectivement besoin de l'expérience. Par exemple, on sait que dans la Mésopotamie antique, conjointement à la naissance de l'écriture, eh bien, le commerce s'est organisé et que pour organiser le commerce, il a fallu calculer des surfaces et que dès lors se sont mis en place le calcul et la géométrie pour les besoins de la vie et des échanges. Donc, à leur origine, les mathématiques ont bien reposé sur le monde empirique parce qu'elles avaient une fonction utilitaire. Mais c'est par après seulement que des preuves subtiles, comme les nomme Alain, ont pu se mettre en place par un travail de la pure raison, c'est-à-dire qui s'est détaché de l'expérience et du monde sensible. Ainsi, pour Alain, les preuves subtiles signifient évidemment le travail de l'esprit pur, puisqu'il le dit, les mathématiques mettent en lumière cet ordre dans l'esprit qui veut se suffire à lui-même. L'esprit qui se suffit à lui-même, c'est bien l'esprit à l'œuvre dans la méthode démonstrative, dans le fait de partir d'axiomes rationnels pour ensuite conclure, c'est-à-dire déduire à partir des axiomes sans aucun recours au monde empirique.
Une fois que Alain a réaffirmé cela, cette nécessité pour les mathématiques d'être absolument rationnelles, eh bien il peut conclure en disant « Il faut arriver à dire que ce genre de recherche ne vise point d'abord à cette vérité que le monde confirme, c'est-à-dire non pas à cette vérité confirmée par la physique ou l'astronomie, ça c'était le premier sens de la vérité, et depuis la ligne 5, ce sens n'intéresse plus Alain. Ce qui l'intéresse, c'est cette vérité plus pure, toute d'esprit, ou qui s'efforce d'être telle, et qui dépend seulement du bien pensé. Il y a donc pour Alain une véritable hiérarchie entre d'une part les succès matériels donnés par la physique et l'astronomie, même si celles-ci, on l'a vu, sont mathématisées, et les sciences purement mathématiques, qui elles sont pures parce que simplement faites de la raison, c'est-à-dire de l'esprit, et qui dépendent seulement du bien pensé, c'est-à-dire de cette preuve démonstrative qui fait que l'esprit, en pure logique, déduit des conclusions nécessaires selon un ordre du simple au complexe. On reconnaît ici, chez Alain, un accent très cartésien qui érige les mathématiques comme modèle du bien pensé. En effet, Descartes, c'était dans les règles pour la direction de l'esprit, n'avait de cesse de louer les mathématiques en parlant d'elles comme les sciences les plus certaines que toutes les autres sciences. Et c'est à partir d'ailleurs de ce constat que Descartes a élaboré ce qu'il a appelé une mathésis universalis, non pas pour nous dire de faire des mathématiques exclusivement, mais pour tenter d'accéder à la vérité dans tout domaine. Et donc, on ne sait pas si ici Alain veut ériger les mathématiques en modèle pour toutes les autres sciences, mais il est sûr qu'il s'y réfère comme une méthode rigoureuse, ainsi que le faisait Descartes, une méthode de raisonnement à laquelle on peut et on doit se fier pour trouver de la vérité pure, justement parce que cette méthode ne recourt en rien, absolument jamais, à l'expérience sensible.